dialogue journalistique sur le thème la fatigue ou la lassitude autour de la COVID-19, un dialogue organisé par Internews et le sous-groupe de travail sur le retour d'informations des communautés par rapport à la COVID-19 en Afrique de l'Est et centrale. Avant tout propos, je tenais à informer les participants anglophones qu'ils peuvent suivre la rencontre en anglais grâce à notre interprète Julie Langelier. Pour cela, vous cliquez sur Interprète en bas de votre écran. Vous verrez les deux langues disponibles qui sont le français et l'anglais. Vous cliquez sur l'anglais et vous validez votre choix en cliquant sur Terminer. Vous avez devant vous sur vos écrans Maïmouna Sidibé. Je suis journaliste malienne, mais aussi chargée de liaison avec les médias dans le cadre du projet Rooted Interest Mali pour Internews. Vraiment, merci d'être avec nous, d'être parmi nous pour ce dialogue médiatique sur la fatigue ou la lassitude autour de la COVID-19. Une rencontre que nous souhaitons vraiment très, très dynamique et très, très interactive pendant une heure de temps, pendant environ une heure de temps, bien sûr. Donc, chers participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat avec, si possible, le nom de votre pays. Nos deux panélistes que vous aurez le plaisir de connaître dans peu de temps auront du plaisir pour vous répondre. Aussi, ceux qui ont des témoignages à faire sur des cas de difficultés rencontrées au cours dans l'exercice de vos fonctions, n'hésitez pas à partager ces informations avec nous. Faites par le partage d'expérience et nous serons très heureux de vous écouter. Je constate déjà que nous avons en notre compagnie plusieurs représentants d'ONG, d'organisations internationales, mais aussi des journalistes représentant différents pays d'Afrique. Je vois, nous avons le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, nous avons la République démocratique du Congo, oui, pour le moment. Donc, une fois de plus, soyez les bienvenus dans ces dialogues. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une information à l'intention de tout le monde. Sachez que ce webinaire est enregistré et sera diffusé et partagé sur plusieurs plateformes en ligne. Donc, si vous ne voulez pas être identifié, prière de garder le silence, tout en écoutant bien sûr avec attention les différentes présentations, les échanges, les discussions. Vous le savez déjà, ce webinaire, ce dialogue journalistique porte sur le thème la fatigue ou la lassitude autour de la COVID-19. Sans risque de me tromper, j'affirme que présentement, tout le monde semble être épuisé de toujours et encore entendre parler de COVID-19. Du côté de nous, les journalistes, le constat est palpable, car on a tellement traité les sujets sur la pandémie que finalement, nous ne savons même plus, nous ne savons même plus sous quel angle aborder les questions qui y sont liées. Pour aborder ce thème assez intéressant, nous avons à notre compagnie, nous avons eu la chance d'avoir avec nous aujourd'hui des panélistes. L'un est expert en santé mondiale et l'autre est journaliste de la santé. Il s'agit respectivement de M. Massidi Christian Eric. Il est responsable technique de la gestion de l'information sur la préparation et du programme de préparation et d'intervention en cas d'urgence au sein du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé au Sénégal. Bonjour, M. Massidi Christian Eric. Bonjour, Madame Sidibé. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Avec vous, nous allons dans quelques minutes passer en revue la situation épidémiologique de la COVID-19 dans le monde, mais surtout en Afrique. Bienvenue à vous, M. Massidi Christian. Merci beaucoup. Je crois que je peux déjà commencer à partager mon écran. Et voilà. Notre seconde panéliste se nomme Kate Thomas. Elle est journaliste de la santé et chercheuse qualitative en santé mondiale au sein de Internews. Bonjour, Madame Kate. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente d'être ici avec vous cet après-midi. Merci Kate. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir avec nous aujourd'hui malgré votre agenda chargé. Alors, mesdames et messieurs, avant d'aborder notre thème sur l'aspect journalistique, je pense qu'il est nécessaire pour tout un chacun de nous d'actualiser les données et d'avoir une idée claire sur l'évolution de la maladie à coronavirus à travers le monde, notamment en Afrique de l'Ouest et centrale. Ce qui nous conduit actuellement à la présentation de notre premier panéliste, Monsieur Massidi Christian Eric. Si vous êtes prêt, nous sommes à vous pour votre présentation sur la situation épidémiologique du coronavirus en Afrique de l'Est et centrale. Et j'en profite aussi pour rappeler à nos chers participants, pour ceux qui ont des questions ou encore une fois de plus, n'hésitez pas à les mettre dans la discussion. Notre expert Massidi Christian Eric va les répondre au fur et à mesure pendant sa présentation de 8 minutes. Ok, ok. Merci, merci Madame Sidibé. Bonjour aux organisateurs, bonjour aux panélistes et bonjour à tous les participants. Donc, je crois que Madame Sidibé m'a déjà présenté. Juste résumer que je suis Christian Massidi, conseiller technique à la gestion de l'information dans le cadre de la préparation et réponse des urgences sanitaires au niveau du bureau régional de l'OMS, mais je suis basé à notre sous-bureau de Dakar. Donc, l'objet de ma présentation, c'est vous donner un aperçu de la situation épidémiologique en Afrique de l'Ouest et du centre, mais on va aussi déjà aussi voir ce qui se passe dans le monde en termes de situation épidémiologique. Donc, il faut savoir que quand on parle de situation épidémiologique, c'est, on va dire, lié au suivi des tendances, à la dynamique de l'épidémie en termes de cas, en termes de décès, en termes de guéris, en termes de patients sous traitement, en termes de patients aussi qui sont recherchés, qu'on parle de suivi de contact. Donc, il y a une série d'activités qui se passent autour, mais là, dans notre présentation, nous allons vraiment nous appuyer que sur la dynamique de l'épidémie. Voilà, déjà, pour recommencer, quand on parle de préparation ou de réponse dans une épidémie, il faut savoir qu'il y a des piliers qui sont clés, qui partent de la coordination, de la communication sur les risques, l'engagement communautaire, de la surveillance et de la réponse, des points d'entrée, de laboratoire, de ce qu'on appelle le contrôle de l'infection, la prévention de l'infection, la gestion des cas et la recherche opérationnelle. Donc, vous voyez que ces piliers sont des piliers clés pour répondre à une épidémie, pour répondre à une pandémie. Mais quand on parle de la situation épidémiologique, on est plus dans le pilier surveillance et riposte. Et donc, dans surveillance et riposte, il y a tout ce qu'on appelle détection par un système d'alerte. Il y a ce qu'on appelle investigation. Donc, quand on alerte qu'il y a un cas suspect, dans notre cas de Covid, il y a une disposition qui est prise pour qu'il y ait des équipes qui vont sur le terrain, qui vont investiguer. Dès qu'ils investiguent, ils voient que le cas répond à la définition de cas Covid par une série de questions qu'on lui pose. Et donc, on le met soit en quarantaine, on le prélève pour aller après emmener l'échantillon au laboratoire pour avoir la confirmation. Et s'il est positif, on part de ce qu'on appelle la case management. Et donc, la gestion des cas. Donc là, dans cette présentation, nous nous attardons juste sur les aspects de surveillance, donc des aspects épidémiologiques. Très vite, comme vous pouvez le savoir, on est dans une situation de pandémie mondiale. On va dire que tous les pays ont eu au moins un cas ou ont notifié des cas confirmés de Covid. Et l'Afrique n'est pas épargnée. Comme vous pouvez voir, l'Afrique, tous les pays sont affectés. D'accord? Donc, tous les pays sont affectés. On peut le voir là. Moi, j'aime bien illustrer. On a tous les pays et notamment dans notre zone, nous allons représenter en Afrique de l'Ouest. Mais aujourd'hui, au niveau mondial, jusqu'à la date d'hier, on a eu 400, je vais revenir mon pointeur,
on a eu 491 cas et on voit que la tendance est toujours en train d'évoluer. Donc aujourd'hui, on a 63 millions, plus de 63 millions de cas confirmés, dont plus d'1 million de décès. Mais on a toujours des tendances qui augmentent. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc, et on peut regarder avec cette courbe parce que tout ce qui est épidémiologique s'explique par des courbes. Et comme l'audience n'est pas spécifiquement des épidémiologiques, donc je vais expliquer en des termes simples pour qu'on ait une compréhension plus globale ou plus générale. Donc, quand on voit les tendances, les premiers cas ont été déclarés dans le mois de février, généralement dans le reste du monde, ou sinon plus ou moins à l'avant, mais on regarde jusqu'à date d'hier qu'il y a une évolution systématique avec des petits pics de descente, mais systématiquement, on a une notification qui est toujours assez continue. Même chose pour les décès. Donc, on a aujourd'hui plus d'1 million, comme j'ai dit tout de suite. Et ça, c'est une situation mondiale. Et donc, on a ces informations. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir ce site-là où c'est partagé à l'OMS, à tous les internautes qui sont intéressés à avoir plus de détails. Donc aujourd'hui, en termes de cas, de la situation globale, on a le continent américain. Vous savez, l'OMS est subdivisé en des régions, notamment la région africaine, la région américaine, européenne, la région asiatique et l'Asie de l'Est, la région méditerranéenne et puis la région pacifique. Et donc, vous pouvez voir que pour le moment, dans notre région, on a la région Amérique qui a notifié le plus grand nombre de cas et en dernier, c'est le Pacifique. Le Pacifique n'a pas beaucoup de pays, je crois, et nous avons l'Afrique qui vient juste avant-dernier avec 1 512 000 cas confirmés. Et donc ça, vous voyez aussi que dans presque tous les pays, il y a une augmentation sur plutôt les continents, plutôt Amérique et l'Europe, où il y a une augmentation et une petite diminution vers la fin. Mais en Afrique, c'est très bas. Donc on a une stabilité ici, mais notamment on a constaté que depuis ce mois, il y a une recrudescence des cas. Ça, c'est une tendance qui montre ce qui se passe en Afrique. Vous pouvez voir que durant le mois de juin à surtout le mois de juillet, on a eu un pic très élevé. Très élevé, on pouvait dire que c'était le pic au sommet. Et après, on a eu une diminution de cas. Ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs. Et légèrement, là, on est en train de voir une augmentation. Mais on sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont vraiment amené le niveau de réponse à un niveau très élevé en impliquant les communautés. Donc, si bien que quand le pic a été atteint, on est redescendu. C'est peut-être aussi lié aussi à ce qu'on appelle des dépistages, donc pour le laboratoire, pour tester les populations, les communautés. Et il y avait un niveau très élevé de dépistage qui se faisait. Et donc là, on est en train de revoir une petite augmentation jusqu'à là qui alerte actuellement des gens d'une manière ou d'une autre sont en train de dire, bon, vu euh, la saison, surtout en Afrique de l'Ouest du Sud, la saison sèche qui va arriver, la saison froide, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans une phase de deuxième pic? Toutes ces questions actuellement sont en discussion. Et puis donc on redescend carrément l'Afrique de l'Ouest et du Centre, ce qui nous concerne, ce qui m'a été demandé. Et donc on peut voir que dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, à la semaine 48, donc qui va jusqu'au 29, donc dimanche passé, on a eu un total de 375 000 cas de décès, de plutôt cas confirmés et 6 971 décès. Et donc avec une létalité qui montre un peu le pourcentage des décès et des cas qui représente à 1%, 1,9%. Et à côté de cela, quand on sépare l'Afrique de l'Ouest et du Centre, on peut remarquer que l'Afrique de l'Ouest a notifié plus de cas que l'Afrique du Centre. Cela aussi peut s'expliquer parce qu'en Afrique de l'Ouest, on a plus de 400 millions
d'habitants, avec le Nigeria qui fait la moitié, plus de 200 millions, et alors qu'en Afrique centrale, on a à peu près plus ou moins 200 millions, sinon un peu moins. Et on sait aussi qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu beaucoup de tests qui se sont faits. Peut-être c'est dû aussi à ça. Mais à côté, vous voyez, par rapport aux chiffres que j'ai donnés, 375 000 cas, on a quand même 322 000 personnes, cas qui ont été guéris, donc ce qui représente quand même 86% des cas guéris. Donc on a un taux de guérison très élevé. Donc il y a beaucoup de facteurs, surtout des facteurs cliniques qui peuvent expliquer, et ce qui montre que la plupart des patients décédés en Afrique, la plupart c'est des patients, des cas qui avaient des comorbidités, donc il y avait d'autres pathologies, voilà, qui peut-être qui s'est aggravé, qui les a entraînés vers la mort. À côté de ça, ce que nous on suit aussi, c'est les personnels de santé. Vous savez, en Afrique, on a réellement un problème de personnel de santé, et parce que c'est eux qui sont au premier front, c'est eux qui sont les plus à risque, parce qu'ils sont avec la communauté dans les structures sanitaires. Donc, il y a un impact quand il y en a beaucoup qui sont malades et qui sont plus en même d'exercer leur métier, de prendre soin des patients, des malades. Ça pose un problème dans le système de santé. Et parce qu'il n'y a pas que le Covid, il y a d'autres pathologies. Donc, ça pose problème. Et donc, très vite, c'était pour montrer au niveau de la carte. Et sur, on peut voir une distribution des cas au niveau de la région africaine. Et en bleu, vous avez le nombre de cas. Et on peut voir que dans notre région, nous, on a mis l'Algérie dans la zone ouest africaine, et le Burundi dans la zone du centre, et puis l'Angola. Donc on peut voir que l'Algérie a notifié un nombre élevé. On a le Ghana qui a aussi notifié un nombre élevé, et le Cameroun, le Nigeria, c'est un nombre de pays. Ce qu'on a remarqué aussi quand on a pris un échantillon de cas, on n'a plus cette tranche d'âge des, 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 des des communautés ou des populations qui ont été atteintes du Covid. Donc, il va de 31 ans à 49 ans, et il y a plus d'hommes. Et on sait que la population africaine est très jeune. Et dans cette tranche-là où on a des communautés qui sont plus actives. Ceci peut être expliqué si on fait des études socio-anthropologiques, mais donc ça peut aussi expliquer, vu peut-être l'âge, la tranche d'âge, qu'il y ait des guérisons assez élevées dans ce sens-là. Mais c'est vraiment ce qu'on a remarqué dans la zone de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Non, on peut redescendre par pays. On peut voir là, déjà, on a l'Algérie qui, selon les informations qu'on a depuis 3 semaines, est en train de notifier un nombre élevé de cas. Donc, en moins d'un mois, on a eu le double des cas. Ils avaient, je crois, autour de 40 000 cas, et en moins d'un mois, ils ont eu près de 80 000 cas. Donc, il y a aussi, on peut dire qu'ils sont dans une deuxième phase, mais l'explication de deuxième phase se pose toujours, afin qu'aujourd'hui, au niveau de l'OMS, qu'on puisse avoir une directive très précise sur quel contexte, dans quel cas on peut dire que voilà, c'est une deuxième vague. Pour le moment, il y a encore des discussions par rapport à ça, et aussi le Nigeria qui vient en Afrique de l'Ouest en deuxième position, et on a le Ghana. Pour le reste, on a le Niger. Si on voit ce graphe, on peut dire que le Niger, il n'y a pas grand-chose. Si le Niger, jusqu'il y a 3 semaines en arrière, avait moins on va voir ça dans le graphique tout à l'heure, moins de 1200 cas, et en 2 semaines, ils sont passés à plus de 300 cas notifiés, alors que c'est un pays qui ne notifiait pas plus de 20-30 cas par jour, et même qu'ils aient notifié de fois 1 cas, 2 cas. Donc on doit apporter une attention particulière au Nigeria, au Niger. Et on voit en Afrique du centre, c'est plutôt le Cameroun qui a un nombre élevé de cas, mais il y a moins d'un mois, l'Angola n'avait pas plus de 5000 cas en un mois. Ils ont triplé leur nombre de cas. Là aussi, il y a un suivi très rapproché qui est en train de se faire avec l'Angola, à ce que tous les piliers de la réponse soient très performants pour les aider à endiguer
du moins à atténuer cette épidémie en Angola. Et donc, on a le Burundi qui n'a pas atteint 1000 cas. Sur les questions de masques, je sais que l'OMS à un moment avait orienté, parce que l'OMS ne prend pas les décisions à la place des pays, l'OMS donne des orientations selon des évidences scientifiques. Donc, jusqu'à là, l'utilisation des masques a été conseillée aux pays qui l'ont adopté. Maintenant, sur l'efficacité du masque, vous savez, je ne peux pas trop me prononcer sur la réutilisation des masques chirurgicaux qui sont conseillés, parce que tout comme moi, on a constaté dans les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ont démontré que le masque peut s'utiliser, peut se laver, peut se réutiliser, mais nous, ce qu'on conseille, c'est que tant que les mesures de réutilisation de masques officiels ne sont pas données de manière officielle, on va rester dans la ligne de message qui est donnée actuellement. Donc, utiliser les masques qui ont une protection élevée. 3-4 heures après, surtout pour les masques chirurgicaux, les arrêter d'utiliser. Merci. Merci bien, M. Massidi, pour toutes ces réponses. Et merci à vous, chers participants, pour ces questions. J'imagine que plusieurs parmi vous se demandent pourquoi nous avons décidé d'aborder ce thème, qu'est la fatigue ou la lassitude autour de la COVID-19. Sans lui marcher sur la langue, Amadou Amadi Diko est avec nous aujourd'hui. Il est le coordinateur du groupe de feedback communautaire de la CREC et c'est lui qui va justifier le choix de ce thème. Bonjour à Amadou Amadi Diko. Bonjour Madame Sidibé et bonjour tout le monde. Justifier, c'est un bien grand mot. En tout cas, je vais apporter quelques éléments qui montrent la pertinence du choix du thème. Donc, si vous voulez bien, je peux partager mon écran. Oui, nous sommes à vous. D'accord. Allez, donc merci et merci pour la continuation et merci aux panélistes et à Diko. Merci. Merci beaucoup Christian pour ta présentation qui était très très intéressante. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Souvent, quand on dit ça, on ne le fait pas, mais je vais essayer quand même de m'y tenir. Donc, en fait, comme il a été dit et présenté, nous représentons le sous-groupe feedback, c'est-à-dire retour d'informations, en tout cas, qui viennent de nos partenaires. Donc, on en compte à peu près une bonne dizaine depuis avril 2020. Pas attention, 2010. Et le but de ce groupe, c'est vraiment d'analyser, partager et surtout travailler sur tous ces retours. Donc, il y a un gros volet analyse de ce type d'informations, souvent qui sont non structurées, qu'on reçoit, et un gros travail sur les recommandations, justement. Donc, je vais essayer de vous faire rapidement l'économie de ce qu'on a extrait de très, très précis sur justement la fatigue. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que la fatigue. On a plusieurs thèmes et vous voyez, ces thèmes, c'est des thèmes qui évoluent selon ce qui se dit et ce qui se fait dans la région. Mais par contre, ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qu'on reçoit un peu ces derniers 3 mois, on va dire. Il y a une certaine stabilité au niveau des thèmes que nous recevons de nos partenaires, dont Internews, par exemple, qui nous envoie un peu les retours de terrain. Donc, les 2 thèmes qui émergent sont souvent le fait que beaucoup pensent que la maladie a terminé ou n'existe plus. Et il y a une certaine relation, mais pas toujours, entre ce thème et la fatigue. Donc, je vais un peu revenir dessus. Et le second thème qu'on a parfois et qui est tout aussi important, c'est tout ce qui touche un peu les mesures préventives. Donc, aujourd'hui, ce qui nous amène ici, c'est vraiment cette discussion autour de la fatigue. Je pense que quand vous voyez un peu les données épidémiologiques, ça peut s'expliquer. Donc, on reviendra un peu sur cette partie rapidement. Mais déjà, juste pour savoir, on a 2 partenaires principaux qui nous ont vraiment envoyé pas mal de retours sur 7 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Mali, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la République centrafricaine, la Sierra Leone, sur justement des feedbacks autour de la fatigue sur la maladie. Donc, sans rentrer dans trop de détails et vous inonder d'informations, on a juste une petite extraction de certaines informations que nous avons. En fait, notre méthodologie, elle est basée sur une certaine codification d'informations textuelles et qui nous permet de suivre justement ces tendances. Mais
pour peut-être mieux illustrer, vous pouvez voir peut-être certaines citations. Par exemple, au Cameroun, à FRC, ils ont des retours du type la maladie est finie, arrêtez de nous déranger, de nous perturber plus avec cette maladie. En Sierra Leone, pareil, c'est clairement dit, on ne veut plus parler de la COVID, ça ne nous intéresse pas. Donc, on a des retours un peu similaires aussi en Côte d'Ivoire, je n'ai pas partagé dans d'autres pays. Donc, en République démocratique du Congo, on s'en fout de la maladie. Je cite, le gouvernement ne respecte pas. Mais je le disais, ce n'est pas forcément un déni de la maladie à chaque fois. Parfois, il y a aussi une certaine hiérarchisation des problèmes. Et par exemple, au Mali, ils disent avec toutes les maladies que nous avons, et on peut remplacer maladie par problème, les gens ne sont pas obsédés par la COVID. Donc, même s'ils acceptent que la maladie existe et qu'elle a un impact, pour eux, ce n'est pas le problème principal. Et donc, ils ne veulent pas trop en parler. Donc, ça, c'est juste un petit échantillon pour que vous ayez une idée de pourquoi on parle de ce thème aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui ressort du terrain. Et comme je disais dans le sous-groupe feedback sous-régional, un point important, c'est vraiment les recommandations. On essaye de faire le maximum pour qu'elles parviennent, en tout cas au pays, pour qu'ils aient en tout cas des guides. Et souvent, c'est vraiment des informations officielles qui sont validées. Donc, par exemple, comme les documents de l'OMS. L'OMS a fait un super document, le Bureau Europe, sur justement tout ce qui est lié à la fatigue sur la pandémie. Donc, j'invite les gens à les lire. On va partager les slides, il y a des liens. Et pour ceux qui aiment un peu les aspects visuels, il y a aussi une série qui s'appelle Why Still. Donc, pourquoi encore? Parce que du coup, pourquoi encore on porte le masque? Pourquoi encore on fait des choses qui sont nécessaires et importantes? Donc, c'est très, très bien expliqué, très bien illustré. Et c'est dans un format qui est facilement digeste. Donc, je vous invite à regarder. Les liens seront partagés après la présentation. Donc, je pense que c'est un peu rapidement, vu la contrainte de temps, elle est un peu… expliquer ce qu'on a comme information. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Alors, merci bien Amadou Amadidipo pour cette courte présentation. Et j'espère que, chers participants, vous avez pris des notes. Nous allons avancer avec le temps. Je vais activer ma vidéo. Donc, nous allons avancer avec le temps. Ce dialogue journalistique sur le thème de la fatigue autour de la COVID-19 a été rendu possible, je le rappelle, grâce au groupe thématique Communication des risques et engagement communautaire, CREC, qui est vraiment l'équipe de support du groupe régional de communication des risques et engagement communautaire d'Afrique de l'Est et centrale. À l'intention de tous les journalistes représentant des organisations internationales, comment remotiver les communautés épuisées de toujours entendre parler de COVID-19? Selon la CREC, Gaussou Nabaloum est avec nous. Il est le coordonnateur de service collectif de la CREC. Bonjour Gaussou, bienvenue parmi nous. Bonjour. Vous avez les leads pendant 10 minutes si possible, Gaussou. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça devrait aller. Juste le temps de partager rapidement mon écran. Ok. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est vraiment à la suite de ce que Amadou vient de présenter. Il a énoncé un document super qui a été fait par le Bureau Europe de l'OMS sur comment est-ce qu'on peut gérer la fatigue. Et donc là, je vais faire un peu l'économie de ce qu'on peut retenir d'essentiel de ce document-là et qui donne des repères assez intéressants en matière de réponse à cette situation qui est la fatigue de l'épidémie, de la pandémie. Comme vous le savez, il y a de plus en plus de personnes, vous avez vu les retours présentés par Amadou, qui ressentent une certaine fatigue, une certaine lassitude vis-à-vis de la COVID-19. Et donc, il y a de moins en moins, on va dire, de personnes qui font les efforts qu'il faut pour notamment être informés, avoir les bonnes informations ou même se protéger, pratiquer les règles de distanciation ou le port du masque. Donc, ces choses-là deviennent de plus en plus rares ou difficiles à pratiquer dans nos communautés. Et donc, dans un tel contexte, donner simplement de l'information comme on le ferait, on va dire, d'un émetteur A à un récepteur,
ne suffit pas pour parler médias, pour justement amener les gens vers l'adoption et le maintien de ces différentes pratiques qui permettent de se protéger, de prévenir une éventuelle contamination de la maladie. Donc, il y a vraiment le risque, comme on l'a dit au début dans les données épidémiologiques, on parle peut-être de possible deuxième vague. Donc, il y a tout ce relâchement-là qui peut justifier cette situation. Alors, mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à remotiver les communautés dans un tel contexte? Il y a plusieurs façons de procéder. Le plus important, c'est dans un premier temps de vraiment bien s'imprégner de tout ce qu'il y a comme principe clé. Vous savez, les principes de transparence, c'est quelque chose de très important. Souvent, au début de l'épidémie, on a pris des mesures sans forcément expliquer quelle est la portée et l'intérêt, l'importance de ces mesures. Donc, ça a amené une certaine résistance ou réticence de certaines personnes. Donc, c'est important, quand on prend des mesures de santé publique, de pouvoir expliquer ça de façon claire. Et quand on change aussi de stratégie dans la réponse, qu'on puisse expliquer pourquoi on a pris telle ou telle décision et pas telle autre. Donc, vraiment être consistant aussi dans les messages et les actions que nous menons. Donc, éviter, par exemple, les mesures à problème. Vous avez vu que nos pays n'ont pas réussi, on va dire, à tenir longtemps, on va dire, dans les actions de confinement parce que ça a d'autres, on va dire, d'autres répercussions sur la société. Et donc, vraiment jauger et voir quelles sont les mesures qui sont les plus adaptées au regard du contexte de nos différents pays. Et donc, éviter aussi qu'il y ait une certaine contradiction entre soit les experts du ministère de la Santé ou bien d'autres personnes beaucoup plus avisées, avec notamment les porte-paroles, soit du gouvernement ou bien des institutions publiques. Parce que s'il n'y a pas une unicité de langage, évidemment, les gens sont perdus et ne savent pas quels sont les bons repères qu'il faut avoir. Et donc, on est dans un contexte où il y a les circonstances sont imprévisibles, mais pour autant, il faut vraiment se référer à des critères objectifs pour justifier pourquoi on prend telle ou telle mesure, pourquoi on a changé, et vraiment mettre l'accent sur la notion d'équité dans les restrictions et les recommandations. Alors, une fois qu'on a cette base de principes clés acquis, il faut travailler à développer un certain nombre de stratégies. Et ces stratégies, c'est important que ce soit basé sur une bonne compréhension des communautés. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher des évidences au sein de la communauté. On va utiliser ces évidences-là pour adapter nos différentes politiques et cibler les interventions qui sont les plus porteurs au sein de la communauté. Donc, il faut aussi permettre à la communauté de vivre. À un moment donné, on a dit, maintenant, on va vivre avec la COVID-19. Donc, à partir de ce moment, il y a un nouveau positionnement qu'il faut avoir. Donc, ce positionnement-là, il faut que ce soit un positionnement qui permette de nous protéger contre la maladie, mais aussi de continuer à mener les activités qui permettent, on va dire, à la population d'assurer sa survie. Donc, engager la communauté, c'est quelque chose de capital aussi parce que on ne pouvait pas lutter contre la pandémie sans la communauté. La communauté, c'est une partie de la réponse. C'est une partie importante de la réponse dont il faut vraiment, en tout cas, s'entourer de toutes les précautions nécessaires pour aller dans ce sens-là. Et donc, identifier aussi au sein de cette communauté les personnes qui sont les plus éprouvées par la situation. Est-ce que c'est des personnes vivant avec des situations de handicap? Est-ce que c'est des personnes peut-être marginalisées? Dans nos pays du Sahel, par exemple, est-ce que ce sont les personnes déplacées internes? Donc, selon qui on est, on ne vit pas la pandémie de la même manière. Donc, il faut penser à toutes ces sensibilités-là. Il faut Monsieur, également... donc, si on peut aller un peu vite, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Je pense que ça va tenir dans le temps. Il y a aussi la nécessité, on va dire, de penser local. Penser local, voir sur chacun des lieux de travail, des écoles, quelles sont les dispositions, quelles sont les recommandations clés en termes de pratiques, discuter de ces pratiques-là avec les acteurs qui sont concernés pour arrêter des solutions ensemble. Et bon, il y a également la nécessité d'avoir des guides d'orientation sur comment est-ce qu'on continue à vivre malgré les risques, comment est-ce qu'on peut anticiper, préparer les mesures qui sécurisent, par exemple, à l'occasion de cette fin d'année, certainement les gens vont vouloir se rassembler. Comment est-ce qu'on gère cette période des fêtes
et en évitant que les gens puissent se retrouver dans des situations un peu difficiles. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Il faut aussi identifier quelles sont les mesures qui sont les plus difficiles, hein, qui ne peuvent pas forcément être pérennisées dans le temps, et donc voir et faire un mix de ces différentes mesures-là et faire en sorte que les comportements et les pratiques qui sont recommandés soient peu coûteuses et justement que les gens puissent avoir accès peut-être à des masques locaux produits localement plutôt qu'à des masques de type chirurgical, par exemple. Et aussi, bon, faire appel aux gens plutôt que de les blâmer, effrayer et menacer. Donc, il faut reconnaître que chacun a une part de contribution dans la réponse à cette épidémie. Et puis, il faut des actions concrètes. Donc, en étant clair, précis et prévisible, en conduisant de façon régulière des études quantitatives et qualitatives pour mieux comprendre et éclairer la réponse, et aussi adapter la communication par rapport au groupe auquel on a vraiment affaire. Donc, voilà un peu ce qu'on voulait partager avec vous comme élément de réflexion. Si vous voulez aller plus loin, quand on partagera le PowerPoint, vous pourrez juste cliquer et accéder au document original. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sidibé. Merci bien, Gaussou Nabeloum, pour cette édifiante présentation avec beaucoup de recommandations. Je pense que nous arrivons à présent à la deuxième partie de notre dialogue journalistique avec la présentation de notre seconde panéliste. Bonjour, Kate Thomas. Bonjour à tout le monde. Oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, Kate Thomas est journaliste de la santé et chercheuse qualitative en santé mondiale au sein de Internews. Notre panéliste est aussi une historienne des épidémies, une spécialiste de la médecine narrative, mais aussi une écrivaine, un background professionnel vraiment impressionnant. Et Kate a participé à la riposte sur le terrain aux épidémies d'Ebola au Libéria de 2013 à 2016 et en République démocratique du Congo en 2019. Vous avez aussi dirigé, Kate, le programme de bourse médiatique Internews post-Ebola au Libéria, un programme intitulé « L'information sauve des vies 2 », guidant ainsi les journalistes à raconter l'histoire de la santé publique après Ebola. Donc, vous détenez vraiment les leads pour votre présentation médiatique sur la fatigue autour de la COVID-19, Kate. Merci beaucoup, Maïmouna, pour cette belle introduction. Bonjour à tout le monde et je voulais d'abord remercier les autres présentateurs. Comme on a assez peu de temps, je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc, là, on va passer du côté journalistique. Excusez-moi, Kate, je vais demander à nos participants s'ils peuvent vraiment nous accorder 10 minutes supplémentaires. Nous sommes déjà à 14h50 ici. S'ils peuvent rester encore 10 minutes de plus, ça nous fera vraiment plaisir. Voilà, vous pouvez continuer, Kate. D'accord, merci beaucoup. OK. Alors, je vous présente cet après-midi 5 astuces pour rester toujours inspiré comme journaliste face à la latitude, même si en ce moment on est épuisé, fatigué par le coronavirus. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Donc, je comprends bien et j'espère que cela va vous aider un peu dans le cadre de votre travail. OK, next slide, please. Christophe? Prochaine? OK, merci. D'accord. Donc, d'abord, je vais vous donner le sommaire et puis je vais expliquer chacune. Comment être toujours inspiré face à la lassitude? Alors, la première chose, c'est ne quittez pas l'avion avant l'atterrissage. Deuxièmement, gardez les mesures d'info-hygiène. Je vais bientôt expliquer. Troisième, trouver les nouveaux angles journalistiques. 4, raconter les histoires de courage et d'espoir. Et 5e, être parmi les premiers journalistes qui sont prêts à préparer le public pour la prochaine épidémie. Alors, si on passe au prochain slide. Christophe, next slide, please. Merci. OK. Voici une photo d'une pilote kenyane. Elle est dans l'avion et en fait, j'ai montré ce slide pour un peu explorer l'idée de ne pas quitter l'avion avant l'atterrissage.
qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'on est bien en route avec cette pandémie, avec les réponses. On a fait du bon travail, on a déjà respecté les gestes barrières, on a survécu les confinements, on a même créé les vaccins. Donc, si on continue à respecter ces mesures, on va franchir la ligne d'arrivée. Donc, ce n'est pas le moment de quitter. Le voyage n'est pas fini et ce n'est pas le moment de sortir de l'avion avant d'atterrir. Next slide. OK. Comme vous avez vu dans la présentation de M. Massidi, c'est les chiffres qui parlent. Même, en fait, ce slide, ça vient de l'OMS et en fait, c'est un update des chiffres du 1er décembre, donc il y a 2 jours en Afrique. Même si on voit actuellement une stabilité de cas de coronavirus dans certains pays en Afrique, en fait, on voit aussi une augmentation dans d'autres pays ailleurs dans le monde. Et comme tout le monde sait, notre monde est très connecté avec les routes d'avion et tout ça. Et donc, la pandémie ne sera pas finie en Afrique si ce n'est pas fini ailleurs. Donc, ça, c'est juste une vérité avec notre monde où tout le monde bouge, tout le monde voyage. Et voilà. Next slide, please. OK, on passe au deuxième point. Garder les mesures d'info-hygiène. Tout le monde connaît l'hygiène, mais c'est à nous les journalistes de montrer le chemin dans le cadre de info-hygiène. Et c'est quoi ça? Bon, comme vous savez, je pense, le monde et notre continent fait toujours face à une crise difficile avec une science en évolution rapide, combinée avec un flux d'informations. Et l'OMS l'appelle un infodémique en anglais. Et ça veut dire qu'on vit dans un ère de désordre informationnel où les contenus trompeurs polluent l'écosystème de l'information. Et face à cette mondiale infodémique, où dans certains contextes, l'audience devient hyper connectée avec les sites web, les social media, notre travail comme journaliste, c'est de protéger notre public de la désinformation. Donc, il faut pratiquer l'info-hygiène, c'est-à-dire de se laver les mains de la désinformation. Next slide, please. Donc, on doit continuer à clarifier nos faits, faire le fact-checking en s'assurant que la désinformation ne gagne pas du terrain pendant qu'on dort. On doit continuer à identifier les sources fiables, à savoir démêler le vrai au faux, les faits et la science des théories conspirationnistes. On doit être conscient que nos articles et notre contenu factuel possèdent un potentiel d'amplification assez important. Next slide. Et voici une graphique. Donc, juste pour se rappeler, j'imagine que vous avez beaucoup entendu parler de mésinformation, désinformation, fake news, fausses nouvelles. Donc, voici une graphique qui montre la gamme de mésinformation et désinformation. Donc, au début, à gauche, on a le satire ou paradis qui a aucune mauvaise intention, mais qui peut être potentiellement trompeuse. Au milieu, on a le faux contexte, qui n'est pas la même chose des fausses nouvelles. En fait, le faux contexte, c'est l'information authentique qui est utilisée dans un contexte erroné. Et à la fin, on a le contenu fabriqué, qui est créé avec le but, avec l'intention de se tromper. Et si vous voulez en savoir plus, en fait, ces graphiques viennent d'un site web qui s'appelle firstdraft.org. Il y a des versions en français et en anglais. Il y a vraiment beaucoup d'informations sur ce thème et je vous conseille de visiter si vous ne le connaissez pas déjà parce qu'il y a vraiment beaucoup d'outils pour les journalistes qui font ce genre de travail. Next slide, please. Et il faut toujours être vigilant avec le fact-checking. Voici un exemple que vraiment j'apprécie qui vient du site sud-africain Africa Check.
Et avant, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'avant, c'était les médias aux États-Unis qui faisaient beaucoup de fact-checking des sites web africains. Et voici un exemple que j'adore, qui est de l'inverse, en fait, où Africa Check trouve que USA Today, qui est un grand journal aux États-Unis, a utilisé des données anciennes en écrivant sur le Sénégal. Donc ça, c'est pas le fake news, c'est pas le contenu fabriqué, mais en fait, ils ont fait le processus de fact-checking et ils ont vu qu'ils ont seulement utilisé des données qui n'étaient pas à jour. OK, on passe au troisième. Next slide, please. OK. Le troisième astuce, c'est de trouver les nouveaux angles journalistiques. Donc, quand on fait face à la lassitude, à la fatigue, c'est bien de trouver les nouveaux angles dans la même histoire, en fait. C'est-à-dire, on garde les bonnes habitudes telles que lire les sites d'OMS, ministre de Santé, afin de garder une longueur d'avance sur les nouveaux développements médicaux ou scientifiques. Vous voyez la photo, en fait, je pense que c'est le docteur Muyembe, que certains d'entre vous vont sûrement reconnaître. C'est lui qui a découvert la maladie Ebola dans les années 70. Et la photo montre qu'il reçoit un vaccin et je pense, si je ne me trompe pas, que ça devrait être le vaccin contre Ebola au Congo. Et pourquoi je parle du vaccin? Une des choses qui va se passer bientôt sera le déroulement du vaccin contre la COVID-19. Actuellement, suite aux essais cliniques en Afrique du Sud et ailleurs, les conditions pour un accès à une vaccination efficace se mettent en place en Afrique. On a déjà quelques candidats à vaccins et les résultats initiaux sont encourageants. Et l'OMS et d'autres institutions travaillent aujourd'hui sur l'accessibilité des vaccins à venir. Peut-être que vous avez entendu parler du mécanisme COVAX. COVAX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une initiative mondiale impliquant les grandes firmes pharmaceutiques pour garantir aux pays du monde entier un accès aux vaccins. Et ce mécanisme COVAX a reçu l'adhésion des 54 États africains. Je pense, comme journaliste, il y a beaucoup d'histoires à écrire sur l'histoire du vaccin. Et il y a pas mal de questions à poser en tant que journaliste. Donc, s'il y a certains d'entre vous qui ont travaillé pendant l'épidémie Ebola en RDC, vous allez sûrement connaître les défis, les rumeurs, les hésitations dans les communautés qui circulent pendant une campagne de vaccination contre une nouvelle maladie. Alors, voici à gauche quelques questions qui pourraient inspirer les articles sur le vaccin. Par exemple, quand est-ce que les premières doses arriveront à notre pays? C'est qui va payer? Est-ce que c'est le mécanisme COVAX? Est-ce qu'il y a un autre chemin? Quel est le plan de distribution? Est-ce que la distribution sera équitable? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des gens dans d'autres pays qui soient vaccinés avant nous en Afrique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le processus soit plus équitable? Et est-ce que les communautés vont accepter le vaccin? Quels sont leurs besoins, perspectives, leurs craintes? Comme journaliste, vous connaissez bien vos communautés. C'est le moment de faire des reportages avant que le vaccin arrive, pendant l'arrivée du vaccin, pour vraiment comprendre comment ça va se dérouler. Et je pense que ça va beaucoup aider aussi. Next slide, please. Et juste au cas où vous vous doutez que votre public sera intéressé à cette histoire vaccin, j'allais montrer ce graphique. En fait, ça montre les recherches sur Google sur le terme vaccin de 2016 à maintenant. Et vous voyez vraiment ce qui s'est passé là. Et il est très clair que le public est actuellement très intéressé par ce sujet.
et qu'on cherche beaucoup d'informations sur ce sujet. Donc, je pense que comme journaliste, c'est un bon moment de vendre des histoires, de faire des reportages là-dessus. Maïmouna, est-ce que j'ai le temps de continuer un peu? D'accord, ok, je vais continuer. Numéro 4, des actions qu'on peut faire pour surmonter la lassitude face à la COVID-19, c'est de raconter les histoires de courage et l'espoir. Ok, next slide, please. Ok, je voulais vous montrer la une de la revue Telle Quelle, qui est une publication au Maroc. Et en fait, ils ont fait un grand reportage qui raconte les récits de ceux qui ont survécu au coronavirus, les gens âgés, les jeunes, les soignants. Et je voulais montrer ça pour vous montrer que ça ne devrait pas être que les histoires de misère, quoi. Il y a aussi la joie, le courage, l'humanité, la compassion, les qualités, en fait, qui peuvent dissoudre la lassitude. Next slide, please. Ok, j'adore les reportages télé et vidéo, multimédia, mais en même temps, je voulais montrer qu'il n'est pas nécessaire que ce genre d'histoire personnelle soit compliqué au niveau de son et image. Voilà un exemple qui vient du New York Times aux États-Unis. Et ils ont fait une liste de 1% des gens qui sont morts du coronavirus aux États-Unis, c'est-à-dire 1000 personnes à l'époque. La taille a beaucoup dépassé ce chiffre, malheureusement, actuellement. Mais à l'époque, ils ont écrit des récits dans une phrase seulement pour honorer et commémorer la vie de chacun. Donc là, en haut, vous voyez par exemple le nom d'une dame de 72 ans et sa grande passion dans la vie, c'était la lecture. Et il y a un autre qui adorait les films Hollywood, un autre qui était joueur de saxophone dans les boîtes de jazz et voilà encore une personne qui était psychiatriste. Cet article, je trouve très puissant et crève-cœur et le New York Times a reçu un très important nombre de lecteurs lorsqu'ils ont publié cet article. Donc, voici juste une idée des approches que vous pourriez prendre pour montrer les histoires qui sont un peu plus humaines et un peu plus quelque chose qui montre les personnes derrière la science et la médecine et tout ça. Next slide, please. Et OK, finalement, on tourne vers la 5e point. C'est que même quand la pandémie se termine, le travail de journaliste de crise de santé ne se termine pas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on aura sans doute une prochaine épidémie. On ne sait pas quoi ou quand encore. Et il y a toujours d'autres crises de santé en Afrique telles que la tuberculose, la tension, la diabète, la résistance aux antimicrobiens. Et donc, il faut qu'on fasse attention. La bonne nouvelle, c'est que pendant cette épidémie de coronavirus, on a construit un écosystème de l'information de santé et ce n'est pas le moment de l'effondrer. Et en plus, comme on sait, les journalistes aiment toujours être le premier à sortir une histoire. Donc, si on reste connecté au ministre de Santé, à l'OMS, à nos sources, à notre réseau, on va être toujours en avance et on s'assure qu'on peut continuer à travailler dans une façon responsable afin de protéger et prendre soin de notre public. Mais pour finir, pour le moment, la pandémie n'est pas finie, les chiffres sont clairs et on a une responsabilité de continuer à faire notre travail. Et j'espère qu'on est ensemble. Merci vraiment, Kate, pour toutes ces explications et astuces. Vu que le dialogue est journalistique, nous avons plusieurs questions pour vous, les panélistes, Monsieur Massidi, Christian, Eric, et vous aussi, Kate, Thomas. On va voir ensemble à qui la question
prochaine est adressée. La première question est de Alousseni Faye de la coopérative multimédia Diamana au Mali. Monsieur Faye demande comment continuer à traiter les sujets sur la COVID-19. Je pense que la question vous est adressée, Kate. Oui, merci pour cette question. Bon, je pense que je viens de donner quelques approches, quelques astuces dans ma présentation. Donc, moi, je conseille de vraiment trouver des aspects de la pandémie qui vous intéressent, en fait. Donc, je conseille de trouver de nouveaux angles. Et par exemple, ça pourrait être le déroulement du vaccin, ça pourrait être quelque chose d'autre, ça pourrait être... je ne sais pas, ça va dépendre de votre pays, des circonstances là-bas. Je pense qu'il y a toujours des aspects qui n'ont pas reçu le nombre d'articles journalistiques qu'ils pourraient recevoir. Donc, je pense que l'important, c'est de continuer à parler avec votre réseau, continuer à lire beaucoup et rester connecté avec vos communautés et vous allez trouver de nouveaux angles pour continuer ce bon travail. Merci Kate pour cette réponse. Nous avons une autre question de Aïchatou Chehou, journaliste au Nigeria. Aïchatou Chehou demande des conseils pour mener des interviews sur la COVID-19. Car selon elle, les gens sont fatigués d'entendre parler de la pandémie. Donc, elle demande des conseils pour vraiment bien mener les interviews sur la COVID-19. Kate. Oui, c'est une très importante question en fait. Oui, c'est difficile quand tout le monde est fatigué de parler de la COVID-19. Je pense qu'il est important de reconnaître que tout le monde est fatigué, épuisé, et même de dire ça peut-être au début de l'interview. C'est possible de dire, bon, je sais qu'on est un peu fatigué de parler de ce sujet, mais je voulais quand même faire cette interview. Je pense que ça, c'est important. Moi, je conseille toujours de faire les entretiens avec l'empathie, avec la compassion, en vraiment écoutant la personne avec laquelle on fait l'interview et vraiment respecter qu'il y a des gens qui ne veulent pas du tout parler de ça. Je pense que c'est difficile et vraiment, je pense qu'il y a une façon de faire ça si vraiment on travaille avec l'empathie et la compassion en même temps. Merci bien, Kate. Nous avons une troisième question, cette fois-ci adressée à M. Massidi Christian Eric. La question vient de Marcel Dorothée Namen de la Côte d'Ivoire. Elle demande, comment dirais-je, excusez-moi, je pense que je suis en train de mélanger les questions. La question vient de Adiza Garba du Nigeria. Voilà, excusez-moi, elle demande si la COVID-19 est une maladie causée par un virus ou une bactérie. La question vous est adressée, M. Massidi Christian Eric. Oui, mais la réponse est même dans le nom de la maladie, puisqu'on dit coronavirus. Donc, ça ne peut qu'être qu'un virus et non une bactérie. Merci. J'espère que voilà, Adiza a bien entendu la réponse. Continuons toujours avec les questions, cette fois-ci avec Isata Koroma. Comment je peux continuer à faire de la sensibilisation sur la COVID-19 dans ma communauté sans me fatiguer? C'est sa question. Non, je voulais juste savoir c'était adressé à qui, c'est bon. Donc, si c'est Kate, c'est bon. Bon, Kate, vous êtes là? Oui, je suis là, mais je pense que est-ce que c'est plutôt une question pour Monsieur Garçou ou... Bon, moi, je pense que la question...
Ah, c'est pour moi, d'accord, ok. Parce qu'il y a Oui. vraiment une différence entre La personne veut voilà, savoir comment continuer à faire la sensibilisation sur la maladie à coronavirus dans sa communauté sans trop se fatiguer. Voilà, c'est à peu près toujours les mêmes questions. On va essayer d'apporter quelques réponses. Oui, non, je voulais juste parler de la différence entre le journalisme et la sensibilisation. D'accord. Donc, je peux parler du côté journalistique, mais pas vraiment du côté sensibilisation. Je pense que les principes sont liés, en fait. C'est de vraiment trouver des approches qui ne se fatiguent pas trop, de vraiment, lorsqu'on parle aux gens, de respecter le fait qu'ils sont épuisés, fatigués de parler de ça et de même dire ça parfois pour qu'ils soient à l'aise. Mais à part cela, je peux seulement partir du côté plus journalistique. D'accord. Merci bien, Kate. Du côté S'il de te nos plaît, oui. Madame Sidibé, mais je crois que cette question est vraiment liée à la CREC. Parce que quand même, quand on parle de sensibilisation, c'est les communautés. La question, c'est comment les engager plus. Donc, je crois que Gaussou pouvait répondre à ça parce qu'il a vraiment montré les aspects CREC. Voilà, si Gaussou est avec nous, Gaussou Nabaloum, vous êtes avec nous? Oui, vous m'entendez? Oui, voilà, nous vous entendons. Ok, merci beaucoup. Je pense que c'est une question très importante. C'est vraiment de voir avec l'évolution de la maladie, quel type d'action on peut mener en termes d'engagement de la communauté, sachant qu'on est à un point où un certain nombre de personnes, peut-être, comme on dit, sont fatiguées parce qu'à gauche et à droite, ils entendent parler de la COVID, alors qu'il y a d'autres difficultés qu'ils vivent. Je pense que le plus important, c'est vraiment de voir comment on peut renouveler les différents messages. Au début, peut-être on était axé sur la présentation, la connaissance pratiquement de la maladie elle-même, la COVID, qu'est-ce que c'est, comment on l'attrape, comment on peut se protéger, ainsi de suite. Mais comme l'a dit Kate et les autres collègues, il y a un certain nombre de sujets qui apparaissent maintenant. La thématique, par exemple, la vaccination. Au niveau communautaire, la question, par exemple, de comment on aide dans la détection des cas, comment on évite qu'un cas qui est dans la communauté puisse être le lieu où il y a beaucoup d'autres personnes, où on va avoir beaucoup plus de... Donc, comment est-ce qu'on peut adresser ces questions spécifiques, notamment du suivi des contacts au sein des communautés? Et puis, il y a l'écoute des communautés, comme on a dit. Comment est-ce qu'on parle de la COVID actuellement au sein de nos communautés? Il faut pouvoir définir cela, identifier cela et par rapport à ça maintenant, voir quelles sont les approches les plus adaptées qu'on peut mener peut-être en lien avec notamment les agents de santé à base communautaire, certains volontaires au sein de la communauté, même les radios, parce qu'il y a un certain nombre d'émissions qui sont produites, d'émissions interactives, et donc il faut renouveler les sujets au niveau de ces émissions interactives qui sont produites. Quel est le lien qu'on fait avec le système de santé. Donc vraiment, je pense qu'il reste quand même beaucoup de choses à faire, mais tout ça, ça part vraiment de l'écoute de la communauté, de la connaissance du contexte, de où est-ce qu'on doit mettre l'accent en termes d'information, de communication, de sensibilisation des différents acteurs. Et à partir de là, on peut broder un certain nombre d'actions tout en respectant les mesures barrières, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais apporter comme réponse à ça. Merci bien, Gaussou Nabaloum, pour cette réponse. Je pense que nous avons une dernière question, une toute dernière question. Et la question vient du Mali, Seydou Kamara, qui est journaliste à la radio Wassolo. Si la question n'a pas été répondue, Seydou demande quelle est la forme de communication que nous devons adopter pour faire face à la non-croyance des populations. Donc, entre Massidi, Christian, Gaussou Nabaloum, Kate Thomas, nous sommes à vous. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? D'accord.
La question est de Seydou Kamara de la radio Wassolo au Mali qui demande la forme de communication, quelle doit être la forme de communication voilà, adoptée pour faire face à la non-croyance des populations. Okay. Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de possibilités. Vous savez, comme Amadou l'a présenté un peu au début du processus de la présentation du webinaire, il y a un certain nombre de rumeurs, par exemple, qui circulent. Ces rumeurs-là, il faut pouvoir les collecter, les analyser, et il y a ce qu'on appelle en anglais debunking. C'est comment est-ce qu'on peut déconstruire l'ensemble de ces rumeurs-là de sorte à ce que on puisse apporter la bonne information. Il l'a dit, beaucoup d'informations circulent. Parmi ces informations, il y a des informations qui sont vraies, mais dont le contexte est déplacé. Il y a des informations qui sont fausses. Il y a des informations qui sont diffusées pas forcément dans un mauvais but, mais au final, l'interprétation fait que c'est un peu difficile. Donc, il faut pouvoir situer cet ensemble d'informations-là, les démystifier, les déconstruire et donner la bonne information aux différentes populations. Donc, ça, c'est une première approche. La deuxième approche, ça peut être justement de voir, parce que beaucoup de gens disent quand le malade rentre au niveau du centre hospitalier, du centre de santé, il ressort mort ou bien on le déclare mort de COVID-19, ainsi de suite. Donc, il faut démystifier les centres de santé, les hôpitaux, et ça, il y a plusieurs façons de le faire. Dans certains pays, on a permis, par exemple, aux journalistes avec des équipements de protection individuelle de pouvoir accéder au centre de prise en charge COVID-19 pour voir qu'est-ce qui s'y passe. Il y a d'autres choses du point de vue, par exemple, de la détection qu'il faut expliquer aux gens. Comment est-ce qu'on fait pour faire le test COVID-19? Quels sont les éléments qui permettent de dire que telle ou telle personne a la COVID-19, ainsi de suite. Donc, il y a un ensemble de processus qui peut paraître un peu difficile pour les gens quand on n'a pas apporté la bonne information. La troisième façon de procéder, c'est ce que Kate disait, c'est raconter aussi l'histoire des personnes qui ont vécu des situations difficiles du fait de la COVID-19, soit parce qu'elles ont été malades, soit parce qu'elles ont été touchées par les répercussions de la maladie. Donc, à l'intérieur, vous avez soit des agents de santé qui eux-mêmes l'ont contracté, vous avez des personnes lambda qui l'ont contracté, qui, grâce à un traitement symptomatique, ont réussi à guérir et qui peuvent témoigner. Donc, il faut également collecter et partager un certain nombre de témoignages. Donc, je pense que c'est quelques petites approches comme ça qui peuvent être développées pour ramener un petit peu les gens dans la réalité afin qu'on puisse vraiment prendre conscience et se protéger contre cette maladie-là. Merci. Merci. Merci bien, Gaussou Nabaloum. Je pense que nous sommes pratiquement à la fin de ce dialogue journalistique. Chers panélistes, juste un dernier mot en quelques secondes. Massidi Christian Eric et Kate Thomas, s'il vous plaît. Et déjà, merci beaucoup, Madame Sidibé. Vous remercier les organisateurs et tous les panélistes. Disons que ce que je retiens, au-delà de la situation épidémiologique que nous suivons tout le temps, c'est d'avoir un vrai plan de communication journalistique, je ne sais pas comment le dire, c'est pas mon domaine, pour pouvoir vraiment communiquer avec la communauté. Qu'elle l'a dit, c'est de garder le pont avec des structures officielles qui sont les ministères, qui sont l'OMS ou d'autres agences qui travaillent pour répondre à cette épidémie-là, pour adresser la problématique surtout de l'engagement communautaire à la fin. Parce que ceux qui arrêtent les épidémies, ce n'est pas des experts de santé ni autres, mais c'est les communautés. Si les communautés acceptent voilà, que la maladie est là, présente, et que ceux qui sont autour, les professionnels qui sont autour, veulent vraiment que cette maladie s'arrête et qu'il y ait une résilience de cette maladie, les communautés vont s'engager. Mais non, quelle est la stratégie pour les engager? C'est tout la problématique. Sinon, merci. À vous. Merci. Merci à vous, M. Massidi Christian. Kate, vous êtes avec nous? Un dernier mot, s'il vous plaît, avant de conclure. Oui, merci Maïmouna. Oui, je voulais remercier tous les journalistes qui sont ici aujourd'hui avec nous et je voulais vous remercier pour votre travail. J'espère que vous allez trouver de l'inspiration, de renouvellement dans votre travail. J'espère que cela
vous a aidé un peu aujourd'hui, je vous conseille de rester avec nous dans l'avion parce qu'on va, on va franchir la ligne d'arrivée ensemble. Et je vous conseille de trouver de nouveaux angles journalistiques, de trouver de nouvelles histoires, de continuer à parler avec les chercheurs, avec les médecins, avec les personnes de santé publique afin de vraiment rester en avance avec de nouveaux développements et inclus le déroulement du vaccin. Donc, je pense que ça sera une histoire très importante dans les semaines, les mois à venir. Donc, je vous remercie encore et du courage. Merci bien, Kate. Thomas. Eh bien, chers participants et panélistes, nous voilà au terme de ces dialogues journalistiques sur le thème la fatigue ou la lassitude autour de la COVID-19. J'espère que vous quittez la rencontre bien satisfait des discussions et des échanges. Je rappelle que ce webinaire a été organisé par le sous-groupe de travail sur le retour d'informations des communautés par rapport à la COVID-19 en Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi par Internews. Le dialogue sera diffusé sur plusieurs plateformes en ligne. Dans la discussion, vous aurez les liens pour pouvoir revoir bien sûr le webinaire. Nous vous remercions pour votre écoute et votre participation. Mention spéciale à toute l'équipe d'organisation, Julie Langelier, qui était notre interprète. Elle est la directrice adjointe de Routine Trust. Christophe Massamba, qui est le coordinateur de Routine Trust Mali, était avec nous. David McDonald, Média Liaison Globale, j'espère que je prononce bien le mot, David. Christophe Itaezou, celui grâce à qui tout a été possible aujourd'hui. Vraiment merci à tout un chacun de vous et à très bientôt.